Bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Hiwar. En cette fin d'année 2021, Monsieur Ahmed Rahou, le président du Conseil de la concurrence, boucle 9 mois d'activité à la tête de l'instance constitutionnelle après sa nomination par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 22 mars dernier. Cette nomination intervient après le rapport de la commission ad hoc chargée par le souverain de faire les investigations nécessaires et tirer au clair la situation confuse créée à la suite des décisions disconcordantes du Conseil de la concurrence de l'époque sur les éventuelles ententes dans le secteur des hydrocarbures. Mais encore, cette nomination me donne le là à un grand chantier de réforme puisque le gouvernement a été chargé dans la foulée de refondre le cadre général de la concurrence au Maroc, de renforcer l'impartialité et l'indépendance du Conseil de la concurrence. Cette réforme est très importante parce qu'elle parachève la démocratie économique dans notre pays et la politique des institutions. Pour faire le point sur l'état d'avancement de ce chantier, parler et débattre d'autres éléments en relation avec l'activité du Conseil de la concurrence pendant ces 9 derniers mois, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Ahmed Rahou, le président du Conseil de la concurrence. M. Ahmed Rahou, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci à vous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, avant de faire le point sur l'important chantier de la réforme qui a été enclenché depuis mars dernier, permettez-moi tout d'abord de faire un petit peu le point sur ces 9 mois d'activité à la tête du Conseil de la concurrence. Vous avez présenté votre rapport en juin dernier, mais depuis 6 mois se sont écoulés. On a vu qu'il y avait des avis qui ont été publiés, des partenariats qui ont été conclus, pour ne citer que celui avec le ministère public, qui est un signal fort. Est-ce qu'on peut faire un commentaire sur les faits marquants de cette année 2021, qui est toujours marquée par la crise pandémique au Maroc? Effectivement, nous sommes dans une conjoncture spéciale induite par le Covid. En 2020, évidemment, l'impact économique est déjà connu puisqu'il y a eu une rétractation de l'économie partout dans le monde. Le Maroc fait partie, évidemment, des pays qui ont été touchés. 2021, Dieu merci, a été une année de relance, de reprise. Donc, beaucoup de secteurs d'activité ont commencé à reprendre. La pandémie, comme tout le monde le sait, n'est loin d'être finie, malheureusement. Donc l'impact sur certains secteurs d'activité continue à peser lourdement. Il s'agit du tourisme, du transport et de toutes les activités liées au divertissement, et de la culture aussi, du sport, par manque de spectateurs, par manque aussi de possibilités d'ouvrir les salles de spectacle. Donc un certain nombre d'activités souffrent encore, d'autres ont commencé à reprendre, notamment dans l'industrie et dans certains services. Donc la pandémie n'est pas finie, on a de la croissance, Dieu merci, une bonne campagne agricole aussi qui booste l'économie du pays et j'espère que les pluies que nous connaissons maintenant annoncent une bonne récolte aussi pour l'année prochaine. Donc voilà, nous sommes dans ce contexte. Le Conseil a continué à travailler dans tous les cas de figure avec les contraintes induites par le Covid. On a même essayé d'apporter des modifications sur notre mode de travail, comme tout le monde, télétravail, etc. Faciliter l'accès des demandeurs des services du Conseil en acceptant les dossiers sous format électronique, notamment pour les concentrations. Et on a essayé, bien évidemment, pour accompagner cette reprise économique qui est là maintenant, d'accompagner avec des délais de réponse et des traitements de dossiers les plus rapides possibles. Je peux déjà annoncer que cette année, en termes de concentration par exemple, on a traité, à valeur aujourd'hui, 2 fois plus de dossiers que l'année dernière. Alors, ce qui peut être un signal aussi d'un rebond économique, mais aussi on est en train de l'examiner. Je pense qu'on en parlera dans notre rapport d'activité 2021 et ça restera d'actualité par la suite, sur l'impact de la crise sur le tissu économique en termes de concentration. Parce qu'il y a des entreprises qui se sont sorties fragilisées, d'autres un peu moins. Et au niveau mondial, on s'attend à ce que des opérations de rééquilibrage et de reconcentration se fassent dans certains secteurs. Donc nous suivons ça et nous sommes vigilants. Mais justement,
en évoquant cette question de la Covid, le consommateur final, le citoyen marocain, a également été un peu exacerbé par certains phénomènes. On a vu le surenchérissement de certains prix de matières dans les marchés, etc. Vous avez publié l'avis sur l'enseignement privé qui était sur la demande du Parlement. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir d'autres activités ou bien d'autres avis émerger du Conseil de la concurrence et qui touchent directement au pouvoir d'achat du citoyen marocain avant de passer bien sûr à une échelle plus grande, celle des entreprises? Alors, un élément important qu'il faut garder à l'esprit, parce que celui-là aussi est une des conséquences de la crise du Covid, mais qui va conditionner la vie économique du pays et du monde dans les mois et peut-être les années à venir, c'est les conséquences de ce qui a été vécu en 2020. Je crois que, utile de rappeler qu'on l'a écrit d'ailleurs dans le rapport de 2020, c'est que pour faire face à la crise, pour faire face aux problématiques de perte d'emploi, à l'arrêt de certaines activités, il y a eu une injection massive de liquidités dans l'économie mondiale de façon générale. Ça se chiffre en centaines de milliards de dollars. Donc c'est des choses, des sommes relativement faramineuses. Les États se sont endettés souvent. Donc là, on sort de la crise, ou on est en train de sortir de la crise, mais avec des dettes publiques très importantes. Une liquidité injectée sans contrepartie économique. C'est les dons, les subventions, les aides aux ménages qui ont été données et qui, en conséquence, ont injecté beaucoup de liquidités dans l'économie. Et cela, a priori, jusqu'à fin 2020, se faisait dans des conditions de stabilité des prix, donc de pas d'inflation. Certains commençaient à parler d'une nouvelle ère économique où, malgré toutes ces injections, il n'y aurait pas d'inflation. Je crois qu'on est en train de revenir sur ça. C'est que la conséquence, entre autres, de ça, mais pas que, il y a la déstabilisation des circuits logistiques à travers le monde. Il y a une reprise forte qui a fait une demande. Une pression sur les prix aussi. Une pression sur les matières premières, sur le transport, la logistique et sur l'énergie, qui ont très fortement renchéri les prix. Alors ça, c'est au niveau mondial. Nous en subissons les conséquences au Maroc. Là encore, ça démarre. On ne sait pas si ça va s'arrêter en 2021 ou au-delà, mais en tout cas, personne ne parle aujourd'hui d'un retour à des prix d'avant la crise tout de suite. Donc ça, on a un choc exogène. Voilà, on a une pression inflationniste mondiale. Les politiques monétaires, on le constate à travers le monde, notamment les États-Unis qui viennent de donner un premier signal de hausse des prix de l'argent, c'est-à-dire des taux d'intérêt. Donc ils anticipent que l'inflation va être là pour quelques temps encore, enfin pour quelques mois, si ce n'est plus. Et donc on est sur aujourd'hui une inflation des matières premières qui a induit au Maroc évidemment une montée des prix puisque l'énergie est importée, beaucoup de matières premières. On a traité à la demande du Parlement le domaine des huiles alimentaires et nous publions la semaine prochaine. Vous aurez notre rapport sur cette question-là. On compte peut-être approfondir le sujet puisqu'il va être durable. Quelles conséquences concurrentielles? Parce que quand les prix montent, ça déstabilise non seulement le consommateur, c'est lui qui paye finalement le prix final, mais ça déstabilise aussi les acteurs qui ont anticipé ou pas anticipé ces hausses. Et donc ça peut créer des biais concurrentiels que nous allons examiner. Nous l'avons fait dans le secteur des huiles alimentaires à la demande du Parlement. Donc nous sommes très sensibles à cette question. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une ère où on a une activité qui démarre. La bonne nouvelle, c'est que ça démarre fortement, même au Maroc, dans beaucoup de pays. Et Dieu merci, au Maroc, ça démarre encore plus fortement, pratiquement que dans tous les pays de la zone à laquelle on est comparé d'habitude, c'est-à-dire la zone arabe et nord-africaine, et même par rapport à certains pays africains. Donc on a une bonne reprise. Elle peut être meilleure si le tourisme reprend, j'espère. Et si les effets d'Omicron s'estampent d'ici quelques semaines, on l'espère. En tout cas, on l'espère pour que le tourisme puisse reprendre. Donc ça reste l'activité qui n'a pas encore repris, mais ça peut booster. Il y a d'autres facteurs qui ont permis à l'économie de se porter bien, mais il y a un retour de l'inflation exogène. Pour nous,
Donc c'est un facteur qu'il va continuer d'observer. Nous le regarderons avec notre œil de l'impact, bien sûr, sur la concurrence, donc sur l'offre, sur le nombre d'entreprises qui sont capables de rester acteurs sur le marché et des opportunités pour investir pour d'autres, mais aussi, c'est important, au regard du consommateur qui, lui, subit l'inflation de ses matières premières sur les prix des produits qu'il achète. Donc c'est un regard que nous allons continuer de porter de façon forte. Et c'est l'une des conséquences du Covid. Bon, donc on n'a pas encore mesuré totalement l'impact, notamment en matière d'inflation, quelles vont être les prévisions pour l'année prochaine. Mais malheureusement, les prémices d'une inflation qui va durer un peu sont là. Sont là, d'accord. Alors justement, pour garder cet œil un petit peu sur le marché, tous ces éléments, qu'ils soient endogènes et exogènes, si vous permettez, on peut faire un petit peu de la pédagogie, parce que les gens aimeraient bien comprendre quels sont les outils et les mécanismes qui sont déployés, comment le conseil fait de l'advocacy, comment il fait de la régulation, comment il fait de la veille. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les attributions et les missions, surtout dans ce contexte particulier, en attendant bien sûr que la réforme du cadre général puisse élargir davantage les prérogatives du CC, comme on appelle les intimes, on va dire. Alors, peut-être il est utile de rappeler les trois grandes missions du Conseil. Le Conseil de la concurrence est là pour veiller à ce que les différents secteurs d'activité opèrent dans un monde concurrentiel. Pourquoi ça d'ailleurs? C'est parce que la concurrence est le meilleur garant pour que le consommateur final ait la meilleure offre au meilleur prix. Il n'y a pas d'autre méthode. Pour assurer une bonne disponibilité des produits et services au meilleur prix, il faut laisser jouer le libre jeu de la concurrence. C'est la conclusion de toutes les économies libérales. Et donc nous sommes un peu le garant que le jeu s'opère de façon transparente. Donc on l'opère déjà en surveillant les opérations dites de concentration. Quand une entreprise achète une autre, quand deux entreprises fusionnent, quand deux activités vont appartenir au même actionnaire, nous sommes sollicités. Et il y a une obligation des opérateurs de venir nous voir. Donc ça, c'est les opérations de concentration qui doivent notifier. Donc nous en traitons quelques dizaines par an. Cette année, on en a traité, comme j'ai dit, 2 fois plus que l'année dernière. Ça veut dire que ça s'accélère. C'est peut-être le fruit aussi du Covid. Et nous allons évidemment faire en sorte que ceux qui n'ont pas eu peut-être le réflexe de venir nous voir alors que la loi l'oblige, se rappelle. C'est un rappel, une piqûre de rappel pour la notification. Donc ça, c'est la première grande mission. Vérifier dans les opérations de concentration qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal qui se prépare ou qui peut nuire à l'économie, et auquel cas on intervient. Deuxième volet, c'est le volet de la supervision des pratiques illicites. Les pratiques illicites, c'est les ententes sur les prix, c'est les partages de marché qui ne sont pas réguliers, c'est l'abus de position dominante, c'est le dumping, etc., etc. Alors, nous agissons sur la base de saisines qui peuvent nous venir soit d'entreprises ou d'associations ou d'un organisme étatique ou d'institutions de régulation. Donc, beaucoup de possibilités existent. D'ailleurs, nous allons faire connaître de plus en plus les droits que les acteurs économiques ont par rapport à ça, de venir nous se plaindre d'un comportement. Sensibiliser à la facilité en fait de saisir qu'ils ont un recours quand ils constatent des pratiques de cette nature. Donc ça, on le fera avec les fédérations, les associations professionnelles, de façon à les sensibiliser, mais aussi avec les cabinets d'avocats pour qu'ils puissent, les cabinets de conseil juridique des entreprises, qui peuvent orienter leurs clients dans ce sens-là pour dire quand vous avez un comportement qui vous nuit, sachez que vous avez le Conseil de la concurrence qui peut intervenir. Là, nous avons les instruments prévus par la loi d'enquête, d'audition, etc., qui nous permettent de sanctionner, s'il y a lieu, des comportements abusifs. Sur ce volet, nous comptons anticiper aussi, donc ne pas se contenter de traiter les plaintes qui nous viennent, mais de nous autosaisir, la loi nous donne ce droit, de certains comportements qui pourraient nous parvenir d'une façon plus ou moins indirecte si on constate que sur certains secteurs, il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement, ou si les alertes en matière de concentration, en matière de prix, etc., nous paraissent suffisamment au rouge, donc en termes d'alerte,
pour qu'on puisse aller voir ce qui se passe. Mais nous comptons aussi opérer par pédagogie, donc faire connaître aux acteurs du marché quelles sont les pratiques normales et les pratiques illicites en matière d'entente sur les prix, de partage de marché. Donc on aura une grosse opération qui va durer plusieurs mois de sensibilisation secteur par secteur d'activité que nous allons rencontrer. Voilà, de l'autorégulation. Oui, pour amener voilà, les gens à connaître les droits, à connaître leurs droits, mais leurs obligations aussi, à connaître ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis, parce que peut-être des gens parfois s'appelaient au téléphone par méconnaissance et de discuter de choses qu'ils n'ont pas le droit de discuter entre concurrents dans le même secteur, notamment sur le prix, sur le marché, l'échange d'informations sans réguler, etc. Donc nous allons faire ça. Ça peut sembler anodin, mais aux répercussions très lourdes. En fait, on travaille même sur une charte de conformité légale, c'est-à-dire de rappeler tous les devoirs des entreprises au regard de la loi sur la concurrence et leurs droits aussi, c'est-à-dire de venir se plaindre, de façon à faire admettre dans les fédérations, les associations professionnelles et les entreprises qu'ils ont intérêt à se doter d'une charte, je dirais, de conformité. Beaucoup d'entreprises le font déjà pour la responsabilité sociale, pour un certain nombre de règles liées à leur profession. La concurrence est aussi un domaine qu'il faut observer. Donc ça, c'est le grand domaine des pratiques prohibées que nous allons surveiller, pédagogie, saisine, autosaisine. Le troisième grand volet, donc je rappelle les concentrations, les litiges donc pour pratiques illicites. Et le troisième volet, c'est la production d'avis. Alors à quoi ça sert? C'est que nous sommes dans une période de mutation due au Covid, mais pas que, puisque à travers le monde, il y a une évolution de plus en plus forte vers la régulation, c'est-à-dire en fait un secteur qui n'est pas administré, mais qui est régulé par des organes de régulation. Au Maroc, on y est depuis la fin des années 90 avec les agences telles que la NRT, l'agence de régulation des télécoms. On parle maintenant d'une agence de régulation de l'énergie. On en a une pour l'électricité, mais elle peut être généralisée pour traiter l'énergie. Il y a des agences de régulation du secteur financier, des assurances, etc. Donc on va dans un monde de la régulation. Le Conseil de la concurrence est un des éléments. Donc nous pensons participer parce que notre conviction au Conseil de la concurrence, c'est que certaines pratiques pourraient évoluer, pas uniquement par le comportement des acteurs, mais par le changement du cadre légal. Il y a certainement le cadre légal global qui conditionne le monde des affaires au Maroc et le monde de l'économie est le fruit d'un siècle de législation. Or, les considérations de bonnes pratiques en matière de concurrence n'existaient peut-être pas ou n'étaient pas aussi fortes à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, nous pensons qu'on doit aider le législateur et l'exécutif à apporter un regard nouveau sur certains textes. Donc, nous allons procéder par avis. Alors, il arrive que le gouvernement, que le Parlement, que d'autres associations nous demandent un avis, la loi le permet, sur un texte ou sur une pratique, mais nous pouvons nous saisir nous-mêmes d'un dossier de cette nature et de dire sur tel secteur ou tel cadre législatif, nous allons regarder est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses. Donc nous comptons être une grande force de proposition pour l'État, pour agir et évoluer ou faire évoluer le cadre réglementaire. Alors sur les avis, certains sont très particuliers, par exemple l'État, pour toucher les prix, on l'a vu dans le cas des tests Covid, est obligé par la loi à demander l'avis du Conseil. Nous veillons à vérifier que les interventions de l'État, quand elles sont sous forme de plafonnement de prix, plafonnement des marges ou même de création de monopole ou création d'un acteur particulier ou de subvention de l'État, doivent respecter le libre jeu de la concurrence. Souvent, l'État est amené, ce qui est légitime, à aider tel ou tel secteur, à agir pour protéger le consommateur. Notre rôle à nous n'est pas de dire non ou de dire oui, c'est de dire dans quelles conditions de concurrence valables il faut le faire. Et c'est dans ce sens que nous agissons par rapport à ces demandes. C'est une composante très importante dans la prise de décision
politique voilà, au niveau économique. Il peut y avoir des côtés économiques, des côtés sociaux, des côtés politiques sur une décision. Nous rajoutons l'aspect que ça ne doit pas perturber la concurrence. Parce que, je le rappelle, la concurrence reste le meilleur garant de la protection des prix sur le long terme. Alors, il est possible qu'on agisse à un moment donné, d'ailleurs c'est ce que prévoit la loi, quand on bloque un prix, on le bloque pour 6 mois. Ça peut être renouvelé si les conditions n'ont pas changé. Mais ça ne peut pas être fait de façon indéfinie. Donc la crise du Covid a montré que l'État doit intervenir, donc on reconnaît, mais le cadre d'intervention doit rester limité. Et ne pas perturber certains marchés. Ne pas perturber le jeu de la concurrence, parce que la fixation de prix ne doit pas permettre, par exemple, de créer une ronde de situation ou d'empêcher de nouveaux acteurs de rentrer dans un marché donné. Voilà, donc nous vérifions ces choses-là. D'accord. En fait, la pandémie, elle a eu beaucoup d'effets, et l'un des effets majeurs que vous avez mentionné, c'est ce changement de la structure économique. C'était un séisme, c'était un choc, mais en même temps, il a permis aussi d'une prise de conscience de trouver les moyens de survie, les moyens d'adaptation pour la poursuite et la continuité de l'activité économique. Le cas des concentrations, on y viendra, mais en même temps, il a exacerbé certaines pratiques pour, par exemple, les ententes, puisque on a vu que toutes les entreprises s'arrachaient les marchés publics, la commande publique. Alors, sur ces deux points, j'aimerais bien avoir votre retour. Comment le Conseil a pu accompagner ce phénomène de concentration? Vous avez accéléré le travail, vous avez même doublé le travail du traitement du délai, vu les demandes qui étaient très importantes. Quels autres acteurs pourraient accompagner cette dynamique? Vous avez parlé des cabinets de conseil, peut-être aussi les banques d'affaires, etc., qui devraient être un partenaire, vu que le phénomène pourrait s'inscrire dans la durée. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est un mouvement naturel après l'impact très fort de la crise? Et à contrario, pour le cas des ententes sur les marchés publics, donc les ententes, on a vu dans certaines activités, il y a carrément un partage régional en grande dame des petites structures face à de grandes entreprises. Comment, dans ces deux parties, encourager un phénomène qui peut être structurant pour l'économie et limiter, voire lutter contre un phénomène qui peut être déstructurant et destructeur pour l'économie nationale? Alors, peut-être deux petites choses avant de répondre directement à votre question. Je pense qu'il faut noter que toutes les problématiques de concurrence, évidemment, ne sont pas liées, bien évidemment, au Covid. Donc, il y a peut-être un effet accélérateur de certaines choses, mais... Des fois même un effet révélateur. Parce que ou un effet révélateur, mais globalement, toutes les questions que vous posez sont des questions inhérentes à l'économie. L'effet Covid n'a été qu'un accélérateur ou un révélateur de certaines choses. Deuxième élément sur lequel je voulais insister, et je crois qu'il est bon, puisqu'on a parlé du contexte général, de rappeler à quel point les décisions prises au Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté ont été positives pour l'économie, le soutien au secteur sinistré, le soutien aux ménages, le soutien, je crois qu'on se situe parmi les pays qui ont le mieux géré la crise du Covid, aussi bien côté sanitaire que côté économique, grâce aux décisions et à l'impulsion de Sa Majesté, la création du fonds Covid. Je crois qu'il faut s'en féliciter. Aujourd'hui, on le vit tous les jours, mais tous les pays n'ont pas fait ces choix. Et si notre économie démarre aussi fortement, c'est parce que ces mécanismes ont été mis en place et on continue d'ailleurs. Le secteur qui continue de souffrir, le tourisme, continue d'être soutenu à ce jour. Et je crois que c'est un élément important. Donc il y a eu des effets structurants pour que l'économie soit résiliente et que les dégâts occasionnés par le Covid ou la crise ne soient pas dramatiques pour le pays. Donc Dieu merci, le Maroc s'en est bien sorti et je crois que toutes les décisions prises sous l'impulsion de Sa Majesté ont été extrêmement clairvoyantes. Donc c'est un point de départ. Alors pour nous, comme j'ai dit, on est sur une économie qui démarre bien parce que justement on a préparé les choses. On espère donc que ce qui reste, tourisme, transport, puisse, si on dépasse cette énième vague due à Omicron, puisse nous permettre de revenir à des choses normales. Et bon, il y a des signaux qui me permettent d'être optimiste. On voit bien
on était en train de sortir du problème du variant Delta à partir d'octobre, les chiffres étaient bons, et tout de suite, on l'a vu à Marrakech et ailleurs, la demande de retour au Maroc était forte. Bon, malheureusement, Omicron a remis en cause des choses, mais donc le tourisme peut revenir assez vite. Oui. Donc c'est bien, donc c'est un facteur positif. Donc pour revenir aux pratiques maintenant, votre question, effectivement, il y a des choses révélatrices révélées par le Covid, un peu plus, mais qui sont connues. Je rappelle quand même que la démarche du Conseil est une démarche de fait et de enquête et de choses prouvées. Donc nous n'agissons pas sur le oui-dire et nous ne comptons pas du tout aller dans ce chemin-là. Nous allons travailler avec les secteurs d'activité. Quand c'est nécessaire, nous irons chercher plus loin. Quand on trouve des choses, on le dira et on prendra les mesures que la loi prévoit. Mais il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur quelques secteurs d'activité. Donc nous disons, attention, il y a des secteurs quand même où la tentation peut être forte sur des pratiques illicites, notamment lorsque le niveau de concentration est important, il y a très peu d'acteurs. Bon, une entente entre 4 ou 5 est plus facile qu'une entente entre 60 ou 200 entreprises, c'est évident. Donc nous avons nos critères pour aller sélectionner tel ou tel secteur à examiner. Mais nous comptons beaucoup sur cette pédagogie qui consiste à dire aux opérateurs, attention, voilà les pratiques qui ne peuvent pas être acceptées et sur lesquelles il faut absolument être conscient. Donc avec des engagements, j'espère qu'on obtiendra des engagements que les entreprises et les fédérations prennent pour respecter à la lettre ces choses-là. Maintenant, quand ce sera nécessaire d'aller voir. Vous avez parlé des marchés publics. Les marchés publics, c'est une grande question qui méritera. D'ailleurs, moi-même, ayant une casquette passée au Conseil économique, social et environnemental, on avait travaillé sur ce sujet pour dire que le cadre juridique et le cadre légal aujourd'hui de la commande publique n'a pas permis, c'est le moins qu'on puisse dire, de montrer l'efficience de la commande publique pour créer des emplois et de la richesse. Le lien entre la dépense publique et la création de richesse n'est pas prouvé et par conséquent il faut s'en préoccuper et même créer les mécanismes pour que... de cette corrélation. Si on dit aujourd'hui la commande publique crée combien d'emplois, personne ne sait répondre. Donc ça, c'est un regard économique. Nous, on a le regard de la concurrence qui rejoint ce que vous dites. Est-ce que ça permet le libre jeu de la concurrence? Alors, on n'est pas là pour critiquer tel marché public, même si les gens nous écrivent parfois en disant j'ai été exclu de tel ou tel marché. Ce n'est pas dans les prérogatives du Conseil de la concurrence d'intervenir sur un marché en particulier. Mais il est de fait de notre responsabilité de voir l'impact d'une commande publique globale ou d'un type de commande publique sur le jeu de la concurrence. Est-ce que c'est ouvert et pas ouvert? Donc nous allons très certainement opérer par ce regard-là. Est-ce que globalement les règles sur tel ou tel secteur d'activité, telle ou telle nature de prestations demandées par le public, est-ce que les règles ont permis l'émergence, l'existence d'une concurrence suffisante? Donc nous pouvons l'examiner, mais uniquement sous cet angle. Donc nous ne traitons pas les commandes prises individuellement. Et ça fait partie des choses que nous comptons expliquer d'ailleurs aux opérateurs. Quand vous nous écrivez sur une opération, on ne peut pas agir. Par contre, s'il y a entente d'opérateurs contre l'intérêt de l'État, donneur d'ordre, ou pour évincer X ou Y, ou que certains marchés finissent par être extrêmement concentrés, ça, nous pouvons aller regarder pourquoi c'est comme ça. Et c'est cet angle-là que nous allons utiliser. D'accord. Et pour les concentrations, vous pensez que c'est un mouvement qui va s'accélérer pour, on va dire, limiter les effets de la Covid ou... Alors les concentrations, ça fait partie de la vie et de l'économie. Hein. Donc des entreprises fusionnent, des gens se débarrassent de certaines activités pour se concentrer sur d'autres. Et donc c'est la vie normale. Nous ne sommes pas là pour bloquer quoi que ce soit, bien au contraire. Hein. Dans le traitement de dossiers, nous essayons d'agir dans un délai suffisant pour que ces opérations économiques se fassent dans de bonnes conditions. Notre rôle, c'est de veiller à ce que ça ne crée pas des situations de domination excessive ou d'abus d'une domination qui existe déjà. Parce qu'il faut
peut-être le rappeler, les gens n'ont pas toujours ça en tête. La loi n'interdit pas à quelqu'un de dominer un marché, ni ici, ni en Europe, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Donc vous pouvez avoir un acteur dominant. Le problème, ce que la loi interdit, c'est qu'il abuse de cette position pour fixer des prix hors de l'acceptable, se donner des marges non raisonnables ou évincer d'éventuels concurrents du marché. Donc c'est ce type de choses. Donc les concentrations peuvent exister, elles sont même parfois utiles, hein, parce que créer des acteurs puissants, c'est un facteur de force d'une économie. Au Maroc, on a besoin d'acteurs puissants. Parfois, on les appelle les champions nationaux qui vont être un effet locomoteur. Vous savez, des économies comme l'économie italienne tournent beaucoup à l'export avec des tissus de PME. Donc, quand on parle de champions nationaux, on parle de grandes entreprises avec une taille très importante. Mais on peut voir des micro-champions sur des segments très, très importants. Donc, investir des voilà, donc avoir de l'expertise et acquérir cette expertise à droite et à gauche, je pense que c'est tout à fait faisable. Donc nous sommes là pour permettre ce qui est, la loi permet et de dire là où il y a des risques, de rappeler les risques et de les surveiller par la suite. Alors, ce qui m'amène à la question quand même de la réforme en cours et comment pensez-vous que la situation va changer et que cette mission de régulation de la concurrence soit vraiment placée dans la trajectoire de la décision politique dans le cadre, par exemple, de politique sectorielle ou de politique économique concernant des secteurs donnés. Et on a vu qu'il y avait beaucoup d'actions qui ont été menées, des stratégies qui n'ont pas abouti, d'autres ont abouti, mais sans la présence de cet élément de libre concurrence et d'égalité de chance et de bonne gouvernance au sein même d'un secteur. Est-ce que il y a une prise de conscience dans ce sens, notamment ici au Maroc après la Covid, ou bien faut-il s'attendre à que ce soit l'un des fruits de la réforme? Alors, au Maroc, on a des politiques sectorielles qui ont, pour la plupart, donné des résultats visibles, hein, probants. Maintenant, la politique publique relève de l'exécutif. Hein, donc, soyons clairs là-dessus. C'est pas au Conseil de la concurrence. On n'est pas dans nos missions une mission d'appréciation des politiques publiques. Par contre, le regard que vous dites, est-ce que la politique publique va créer ou empêcher de créer des situations de bonne concurrence? Ça, c'est dans notre mission. Donc, c'est ce que nous regardons avec les instruments dont j'ai parlé tout à l'heure, saisine, autosaisine, etc., les demandes d'avis et autres. Donc, nous agissons selon nos propres critères, c'est-à-dire, par exemple, hein, je prends ça juste par titre d'illustration, quand on crée des monopoles ou des quasi-monopoles ou qu'on voit des choses comme ça s'installer, ça nous interpelle et on doit aller voir. Si le gouvernement le fait, d'ailleurs, on a des demandes d'avis du Conseil qui sont prévues dans le cadre légal par la loi lorsque l'État veut instituer des acteurs qui peuvent avoir des positions dominantes. L'avis du Conseil est requis. Donc nous n'agissons, nous, que dans ce cadre-là. Le cadre dans lequel l'État est amené à créer ou à encourager des positions qui peuvent avoir une conséquence sur l'état de la concurrence ou qui peuvent modifier les prix ou la façon de construire les prix d'une façon forte. Je prends notamment le sujet de l'énergie ou des mines, souvent où on a besoin de gros acteurs et que l'État doit donner un environnement favorable hein, pour les investisseurs pour venir. Donc évidemment, nous ne pouvons qu'être favorables à ça, on ne peut pas refuser le principe, mais nous devons regarder pour que ça ne crée pas des situations de rente pour X en défaveur des autres. Hein. Donc ça, c'est le rôle du Conseil. Ça, la loi l'a prévu, puisque le gouvernement est censé passer par notre intermédiaire pour fabriquer ces lois après une demande d'avis. Donc nous allons agir dans ce sens. Et peut-être que cette position va être renforcée avec la réforme en cours, comme on le disait tout à l'heure. C'est un grand chantier, étant donné que la régulation de la concurrence
qui rentre aussi dans la bonne gouvernance, l'amélioration du climat des affaires, de la démocratie économique, une composante incontournable dans la vie économique du pays, a été enclenchée au même moment de votre nomination. Le signal royal était très fort et très explicite. Aujourd'hui, on est le chantier de cette réforme globale, sachant que la concurrence ou la régulation de la concurrence touche quasiment à tous les acteurs, à toutes les activités. Vos périmètres d'action, attribution et émission sont régis par plusieurs lois, pour ne citer que la loi 2013 ou celle 104/12. Comment avance ce chantier de réforme dont le gouvernement a été chargé par le souverain? Alors effectivement, il y a eu un communiqué du cabinet royal qui a demandé au gouvernement explicitement de revoir le cadre des deux lois que vous avez citées et des décrets qui en découlent. C'est un chantier législatif, donc ce n'est pas le Conseil qui s'en occupe. Donc nous attendons, puisque l'avis du Conseil doit être obligatoirement requis dès que les projets de loi seront là, donc on donnera notre avis dessus, mais ce n'est pas nous qui sommes à la construction de ces lois-là, donc nous sommes en attente de leur sortie. Nous travaillons toujours sur les lois actuelles. En fait, je tiens à le rappeler parce que le Conseil n'est pas à l'arrêt, loin de là. Donc la loi 104/12 et la loi 2013 qui régissent le Conseil sont appliquées aujourd'hui. Ça nous permet de travailler sur les concentrations, etc. Donc nous attendons plus de visibilité sur un certain nombre de choses, de dossiers que traite le Conseil, clarifier des choses aussi qui sont apparues à la pratique, regarder aussi ce qui se passe à l'étranger. Il faut rappeler qu'en matière de concurrence, à travers le monde, les lois sont censées, ça bouge tous les 5-10 ans, parce que l'environnement concurrentiel évolue. Alors il y a une grande évolution à travers le monde aujourd'hui qui est induite par le numérique, où on voit bien que, alors même que les lois sur la concurrence étaient des lois intra-frontières. Donc on faisait des lois pour les acteurs du pays et peu pour les acteurs venant d'ailleurs. Maintenant, avec les modèles apportés par le digital, quand vous prenez Amazon, c'est devenu un acteur mondial qui agit directement sur le commerce, même s'il n'est pas là. Donc c'est un acteur chez vous, mais il n'est pas chez vous. Donc vous voyez, donc, les modifications des cadres réglementaires aujourd'hui amènent à se poser des questions sur cette modification assez importante. Au Maroc aussi, je pense que c'est une préoccupation que nous devons avoir, nous, au-delà du texte. C'est que nous sommes un marché ouvert, donc il y a les acteurs locaux qui produisent des services ou des produits, mais il y a ceux qui importent et qui viennent sur le marché, donc qui sont dans la compétition. Est-ce qu'eux-mêmes respectent les règles de la concurrence chez eux? Donc c'est un regard que nous voulons voir de plus en plus large aujourd'hui. C'est déjà le cas d'ailleurs dans les concentrations, même si une concentration se fait en Europe, qu'elle a un effet induit sur le Maroc parce que le produit est vendu au Maroc, ces acteurs-là sont obligés de passer chez nous pour demander notre avis. Donc vous voyez qu'on est dans une vision de plus en plus internationale de la concurrence et ça, bon, les lois doivent être adaptées en conséquence. Donc nous attendons des périmètres plus larges et bien évidemment, comme le communiqué du cabinet royal l'a précisé, une plus grande indépendance et une plus grande capacité d'action du Conseil. Donc c'est ce que nous attendons dans ce prochain texte. Oui, d'autant plus que pour cette nouvelle phase, on va dire post-Covid, quand on parle de relance, d'investissement, de climat des affaires, ce serait plus propice d'avoir une régulation de concurrence qui soit plus renforcée, pas dans le côté restrictif, mais beaucoup plus dans le côté pédagogique, de veille et de garantie de la libre concurrence entre les différents acteurs. Monsieur Ahmed Rahou, on ne peut pas vous laisser partir sans parler quand même du consommateur final. Quelle place de l'individu? Central. L'individu qui n'est pas entreprise, qui n'est pas organisation professionnelle, mais qui est au final c'est... J'ai dit au tout début que le but même d'avoir un conseil de la concurrence, c'est de veiller à ce que le jeu de la concurrence sur le marché soit profitable aux consommateurs. La finalité, c'est bien le consommateur final pour qu'il ait une offre élargie. En fait, si vous voulez, trois choses. La meilleure offre possible,
le meilleur nombre de canaux possible, c'est-à-dire accéder à cette offre par différents canaux, ne pas être obligé de trouver un produit dans un seul endroit, et le meilleur prix possible. Donc c'est ça ce que la concurrence permet. Une liberté de produire, une liberté de commercer, et des prix qui ne sont pas le fruit d'une entente, mais le fruit du jeu de la concurrence, c'est-à-dire que le meilleur gagne, que celui qui a le meilleur produit profite de la demande qui est là, donc un bon croisement de la demande et de l'offre. Je signale au passage que contrairement à beaucoup de pays du même niveau de développement que le Maroc, nous avons la chance d'avoir une disponibilité de produits relativement importante. Nous avons plutôt des prix comparés à des voisins proches ou lointains qui sont tout à fait acceptables. Donc le jeu de la concurrence est déjà bien admis au Maroc. Bon, il y a des périodes où des produits viennent manquer, bon, ça fait monter les prix. C'est le jeu normal du marché. Mais même quand ça arrive, on se dit, quand il y a un nombre d'acteurs important, les pénuries sont beaucoup plus difficiles à organiser, entre guillemets. C'est-à-dire quand on veut même créer des pénuries, ce qui existe dans d'autres marchés, on le sait. Au Maroc, Dieu merci, la disponibilité des produits est là. Donc nous devons veiller à ce que le consommateur soit protégé. La meilleure offre, meilleurs canaux et meilleur prix. Et donc le jeu de la concurrence sert à ça. Donc nous, on ne va jamais aller contre ça. Et quand il y a des pratiques qui nous paraissent nuire à ce type de choses, on est censé intervenir. C'est le rôle que la loi nous donne. Maintenant, comme je dis, je le rappelle, nous n'agissons que sur des faits et des choses prouvées. Donc nous devons mener nos enquêtes, et la loi nous donne un certain nombre de libertés là-dessus. Nous allons évidemment les utiliser pour vérifier que les choses se passent bien. Maintenant, nous ne sommes pas contre les agents économiques. Moi, je le dis aussi aux acteurs. Le Conseil de la concurrence est aux côtés des bons acteurs, des bons investisseurs. C'est quoi un bon investisseur? C'est tout simplement celui qui investit pour gagner de l'argent. Il est évidemment légitime dans ça, mais qui le fait dans le cadre de la loi. Donc ceux-là sont nos amis. Ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là, évidemment, on doit lutter contre. Parfait. Si Ahmed Rahou, je ne peux que vous remercier de vos réponses, de votre patience et du temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite également plein succès dans vos travaux et vous dis merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt et merci à vous. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.